On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Voilà, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Serena Davis pour ses différents romans et puis Anaïs Kemener donc pour la préface du livre Le Carnet de Rose, Les Carnets de Rose, pardon. Et donc on va tout de suite vous présenter donc Serena. Tu es autrice de plusieurs romans. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Serena Davis, j'ai 38 ans. Je crois, parce que j'ai tendance à me vieillir depuis toute petite, pour essayer de paraître plus grande et c'est resté. Donc née en 85, d'origine bourguignonne. J'écris depuis l'adolescence et je publie depuis 3 ans effectivement. Mon dernier roman, car Les Carnets de Rose, Instant d'espoir lumineux, va paraître, de façon imminente dans quelques jours, le 26 septembre plus exactement. Je crois pour moi que c'est, l'un des plus beaux projets sur lesquels j'ai jamais travaillé jusqu'alors. Ah oui, effectivement, donc il paraîtra aux éditions L'Alchimiste, hein, on dit ça évidemment, c'est les éditions L'Alchimiste qui produisent le podcast. Donc Anaïs Kemener, tu as fait la préface de ce recueil de témoignages, puisque c'est un recueil de témoignages. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement et puis aussi nous dire pourquoi tu en es venu à faire la préface de ce livre? Ok, je m'appelle Anaïs Kemener, j'ai 32 ans, j'habite en Seine-et-Marne et je suis athlète et en parallèle je suis aide-soignante. Donc je suis passionnée de sport depuis des années et à côté de cette passion-là, en fait, en 2015, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein. Et je pense que c'est voilà d'où vient ma préface pour le bouquin, c'est que j'ai su combattre, j'ai été inspirée par d'autres personnes et aujourd'hui je pense pouvoir inspirer quelques personnes et je suis super fière d'être avec Serena et toi Lionel pour ce podcast. Merci beaucoup. Et nous aussi, on est super fiers. Et du coup, alors, justement, la genèse de ce livre, Serena, comment ça s'est passé? Comment t'es venue cette idée de recueil? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses? Oui, alors c'est une belle histoire. Il faut savoir que, ce livre, c'est l'histoire de 22 parcours, dans le cadre du cancer du sein, donc 22, femmes et hommes, puisqu'on a aussi, 2 hommes qui témoignent dans ce livre, dont Patrick Pauget, qui est aussi un auteur, des éditions L'Alchimiste. Ce livre, en fait, qui raconte ses histoires, a lui-même une histoire. Donc il y a une histoire, du livre Les Carnets de Rose, Instant d'espoir lumineux, qui est, cette histoire est elle-même extrêmement lumineuse. C'est parti, d'un livre que j'ai écrit et que j'ai publié chez un autre éditeur qui est Sudarène, Carnet d'Elsa, Ces femmes dont on ne parle jamais. Ce livre raconte, 10 nouvelles, enfin ce sont 10 nouvelles qui racontent l'histoire de femmes qui, ont des choix de vie qui peuvent paraître surprenants, plutôt qui pourraient être, jugées, péjorativement et en fait, ce sont des femmes qui vivent et qui vont raconter en soulevant des tranches de leur vie, qui vont soulever le voile de traumatismes qu'elles ont subis et qui les ont amenées à opérer ces choix. Une lectrice vient un jour m'écrire, me disant qu'elle a lu ce livre, qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a trouvé, que la plume était très poétique et que ça remettait un peu de lumière effectivement sur ces femmes dont on ne parle jamais, d'où le titre et elle a ajouté quelque chose qui sur le coup m'a vraiment, étonnée, pour ne pas dire ébranlée. Par contre, en revanche, j'aurais aimé que, vous traitiez, madame Davis, du cancer parce que je ne me suis pas retrouvée dans ces témoignages. J'étais surprise, je suis allée voir sur son profil Facebook et je me suis aperçue, donc il y avait un petit ruban rose sur son macaron de profil.
en creusant, j'ai regardé ses publications et j'ai vu qu'effectivement, elle parlait beaucoup du cancer du sein, donc j'en ai déduit qu'elle avait été touchée. Et puis après, j'ai passé. Je me suis dit: «Bon, soit», et puis ça m'a travaillé 1 nuit, 2 nuits, j'allais pas faire, plusieurs nuits d'insomnie de suite, donc je me suis dit: «Non, bah, c'est qu'il faut que je lui reparle et c'est pas arrivé comme ça», donc je lui, laisse un message vocal et je me suis un peu plus étendue parce qu'à l'époque où j'ai écrit Carnet d'Elsa, je ne voulais pas encore, j'avais un projet mais pas tout de suite révélé, le sous-jacent de ce livre et en réalité, ces histoires de femmes traumatisées, c'était mes histoires que j'avais personnifiées et je lui ai dit à cette, jeune femme, qu'en fait, j'avais traité de plusieurs traumatismes dont que j'avais connu moi, mais que je n'avais pas connu le cancer du sein et que c'était pour cela que je n'avais pas, traité de ce sujet. Mais que, je prenais en considération en fait, sa remarque, c'était pas passé dans l'oreille, voilà d'une sourde pour le coup et que j'allais en faire quelque chose. Et j'ai lancé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux. À cet appel à témoignages, ont répondu une quarantaine de personnes. Donc la lettre moderne, c'est le courriel ou les messages vocaux laissés sur, Messenger. Ce Mmh. qui s'est passé, j'ai, fait le tri surtout par la motivation, hein. On ne trie pas des personnes par leur maladie, mais je leur ai demandé si elles étaient vraiment volontaires pour aller dans un projet, par lequel elles allaient témoigner d'un parcours de vie peut-être difficile et finalement, il y a une vingtaine de personnes qui sont restées dans ce projet. En parallèle, un jour en voiture, en rentrant d'Alsace, mon conjoint me dit: «Tiens, il faut que tu appelles, Anaïs Kemener». Alors on avait commencé la course à pied tous les 2 et depuis quelques jours, il était, sur les réseaux en train de regarder des personnes, inspirantes, pour essayer de se motiver, finalement, pour, m'accompagner dans ce sport qu'on débutait. Heu et il est tombé sur le profil d'Anaïs, il a vu qu'elle avait, connu cette épreuve et il m'a dit, «Voilà, ben, écoute, il faut que tu la contactes». Je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai laissé un message à Anaïs, elle a été très volontaire pour m'accompagner et ce projet, en fait, est né comme ça, comme par hasard, ou pas, je sais pas, mais en tout cas sur des signes, des messages qui m'ont été envoyés ici et là et que j'ai reçus et desquels j'ai fait quelque chose et on a fini par créer puisque après, une fois que ces personnes donc j'ai échangé avec elles par mail, on a fini par créer un groupe avec, l'organisation de visioconférences et le projet s'est construit collectivement. C'est-à-dire que moi j'ai lancé enfin une idée m'est venue de cette lectrice, finalement j'en ai fait quelque chose et je l'ai soumise au groupe, qui a consolidé l'idée et c'est parti sur ce projet. Donc toutes les filles qui ont participé, plus ces 2 hommes, ont conçu le livre, même dans son graphisme, c'est-à-dire que la couverture a été choisie et ensuite on a travaillé effectivement avec la graphiste, de la maison d'édition pour arriver, au modèle qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est celui-ci. Et puis, j'ai remarqué que ces personnes avaient aussi créé des choses. Donc il y avait des auteurs dans le groupe, des photographes et je me suis dit: «Pourquoi pas agrémenter ce livre, des textes, et des photographies des uns des autres?» parce que c'était des productions artistiques qui avaient été faites au moment le plus douloureux de leur vie. Et donc finalement, ce sont des productions qui sont très intenses. Et ce livre donc qui est construit, comme un chemin, à travers 5 chapitres qui sont les étapes vers la résilience est agrémenté d'escales, donc qui sont des extraits de ces productions de chacun et chacune. C'est très intéressant, oui, effectivement, on sent bien que enfin, vous avez essayé vous avez fait un chemin avec des petits extraits de textes qui illustrent en fait des passages, en fait. C'est ça, c'est presque comme un passage initiatique, un parcours initiatique. Oui, parce que, donc pour en arriver au recueil de ces 22 témoignages, j'ai dû interviewer, toutes ces personnes. Et je me suis aperçue de 2 choses. La première, c'est que, avant de les connaître, hein, j'étais moi-même pleine de préjugés sur la maladie. Alors ça peut paraître paradoxal parce que j'ai une différence, hein, je suis diagnostiquée, j'ai un trouble dissociatif de l'identité, donc on pourrait se dire: «Ben, cette personne-là, vis-à-vis de personnes qui connaissent des épreuves, elle va être plus tolérante» et je me suis aperçue qu'en fait, j'y connaissais rien du tout, au cancer et que, je pensais
que c'était des personnes qui étaient plutôt âgées, qui étaient concernées par la maladie. Quand j'ai reçu ces témoignages, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais complètement dans l'erreur et sur plein d'autres choses. Donc, j'ai compris, la première chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, on ne savait rien de rien tant qu'on n'était pas concerné par la maladie. On avait beau connaître des épreuves soi-même, on n'était pas formé ni forgé pour pouvoir juger de celles des autres. Et donc, il fallait témoigner et sensibiliser sur le sujet. Et la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que cette maladie, le cancer du sein, c'était une épreuve finalement comme toute grosse épreuve qu'on peut connaître dans la vie, et que elle a mené à une réflexion qui était finalement assez analogue à celle que moi j'avais connue en traversant mon propre diagnostic, et certainement que d'autres personnes pouvaient connaître face à l'épreuve, qui pouvait être la maladie, mais qui pouvait être le handicap, qui pouvait être le deuil, et que donc ce livre, au-delà en fait de sensibiliser et d'accompagner des personnes qui sont concernées par le cancer du sein, pouvait aider d'autres personnes qui traversaient des épreuves, quelle que soit l'épreuve. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, Anaïs, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton vécu, de ton expérience par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux nous témoigner? Par rapport à ma maladie? Oui, par rapport au fait que tu aies traversé ça, puis que visiblement tu t'en es sorti, entre Oui. guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Oui, je suis en rémission depuis 2020 et donc en fait, comme le disait Serena, moi-même j'ai appris que j'avais un cancer du sein en 2015, et quand on n'est pas au courant ou quand on ne connaît pas encore vraiment les cancers du sein, on se pose pas de questions en fait à 24 ans. Moi, j'étais persuadée que je pouvais pas être touchée par un cancer avant l'âge de 45 ans ou 50 ans, parce que c'est aussi ce qu'on nous montre. C'est-à-dire que les mammographies, les examens contre les cancers du sein, souvent on les préconise à partir de 45-50 ans, et avant on nous dit qu'il n'y a pas besoin d'en faire. Donc je pense qu'on est un peu formaté et on se dit un petit peu que finalement avant 45 ans ou 50 ans, ça peut pas arriver. Sauf qu'en fait, que quand on est concerné et qu'on se renseigne un petit peu de ce qui se passe autour de nous, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je me suis créé un petit réseau, aussi grâce à Serena, mais même avant, de par la maladie, où j'ai pu discuter avec beaucoup d'autres femmes qui étaient malades. Et c'est vrai que finalement, les moins de 45 ans sont très touchés également. Et du coup, moi, j'ai eu un cancer du sein assez agressif. C'était un cancer du sein triple négatif avec des métastases ganglionnaires en 2015, donc à l'âge de 24 ans. Ça a été diagnostiqué un petit peu sur le tard parce que j'ai vu 3 médecins différents au cours de l'année 2014-2015. Et à chaque fois, on me disait que c'était pas grave, ou que c'était hormonal, ou que ça allait passer, qu'à mon âge, sans antécédent connu, c'était pas un cancer. Donc on a perdu un petit peu de temps. Ah oui, 5 ans, c'est beaucoup, 5 ans Non, quand un même. an. Un an, Oui. bon, d'accord. Une année. Et du coup, comment est-ce que le sport t'a aidé, la course à pied, comment t'as vécu ça? Est-ce que tu peux peut-être, s'il y a des femmes ou des hommes d'ailleurs, hein, ça c'est autre chose que j'ai appris avec toi, et malgré le fait que je sois aide-soignant, je ne savais pas qu'il y avait des cancers du sein chez les hommes. Alors ça c'est voilà. Mais est-ce que peut-être tu peux, justement, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, leur partager quelque chose? Bien sûr. Alors dans mon cas, ça a été une réelle thérapie de continuer à courir, parce qu'en fait, j'ai pas commencé le sport pendant ma maladie, hein, j'en fais depuis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 9 ans ma première inscription en club. Et donc j'ai toujours aimé courir, j'ai toujours fait de la compétition. Avant de tomber malade, j'avais déjà un niveau national. Et pour moi, c'était inenvisageable d'arrêter la course à pied pendant ma maladie. Et vraiment, là où je dis que ça a été une réelle thérapie, c'est que pour mon cas, en tout cas, le fait de garder des liens avec le monde extérieur, de faire du lien avec mon club, avec les médecins, avec un petit peu tout le monde, tout mon entourage, de maintenir ce lien social, de voir du monde, de sortir, de prendre l'air, ça me faisait énormément de bien. Et c'était les moments où je restais pas chez moi, où j'étais pas enfermée, où j'étais pas centrée sur la maladie. Et finalement, quand j'allais courir, je me sentais comme tout le monde, j'étais pas malade. Donc ça durait peut-être 1 heure dans ma journée, mais pendant 1 heure, j'étais comme tout le monde. Tu veux dire que sinon le mental risque de s'emballer, on a des pensées négatives, on pense plus qu'à ça parce qu'on pense au pire, c'est ça?
Alors pas spécialement, je pense que ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Moi, j'ai jamais été quelqu'un avec un tempérament négatif, j'ai toujours été plutôt optimiste. Donc même si je connaissais pas l'issue de la maladie, pour moi, en tout cas dans ma tête, j'étais sûre que j'allais m'en sortir. Mais je suis persuadée que la maladie a été enfin, la maladie et le sport surtout avec la maladie, a vraiment aidé à m'en sortir. Et le sport t'a aidé pour quelle raison? Parce que ça fait un exercice physique ou parce qu'il y a l'idée d'avoir un mental entraîné qui va de l'avant? Alors déjà oui, parce que au niveau des bienfaits du corps, on se sent pas. Alors vraiment, quand je dis inutile, c'est pas le mot adapté, je pense, mais en tout cas, j'avais l'impression de me sentir bien dans ma peau quand j'allais courir, parce que c'est ce qui Hmm. me faisait envie ou c'est ce dont j'avais besoin déjà avant de tomber malade. Donc pour Hmm. moi, c'était juste normal. Et ensuite, effectivement, pour le côté mental, le fait de sortir, de voir du monde, ça change les idées. Donc on n'est pas toujours à penser à la maladie, à penser aux futurs traitements, aux futures opérations. Vraiment, ça fait du bien de sortir. Hmm. Et d'ailleurs, tu as pu courir sans être diminué, entre guillemets, physiquement par rapport, justement, je ne sais pas si tu as eu un traitement en péros, enfin, ou si, je sais pas si tu as eu des rayons, ou voilà, ça t'a pas, non, ça t'a pas Ah si, affaibli? si. J'ai Si, eu 8 d'accord. mois de chimiothérapie, 2 mois de Ouais. radiothérapie, double mastectomie et plusieurs autres opérations justement parce que j'ai fait des rejets aux prothèses, après j'ai fait des infections et puis finalement en 2019 on a décidé de retirer les prothèses parce que c'était trop douloureux et que je les tolérais pas du tout. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux d'ailleurs et bizarrement je me suis jamais sentie aussi féminine depuis que je n'ai plus de poitrine. Ça, c'est fort, hein, ce que tu dis. Je pense que ça va interpeller nombre de gens. Et d'ailleurs, je rebondis parce que Serena, justement, dans le recueil, tu as réussi à mettre en perspective le fait que, enfin, je sais pas, moi je vais employer mes mots, hein, voilà, j'ai pas traversé de cancer, mais j'ai trouvé qu'il y avait un esprit un peu guerrier, tu vois. Alors guerrier pacifique évidemment, mais bon, moi enfin, j'ai longtemps baigné dans les arts martiaux, le qigong, etc. Voilà, c'est vraiment ce que je pratique et il y a cette idée d'impeccabilité, de tracer un sillon puis d'y aller encore et ça renforce quelque chose à l'intérieur. Alors le marathon, je connais pas, mais enfin, il y a je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des ponts et ça, c'est quelque chose qui euh, traverse le livre. Qu'est-ce que Oui, en fait, c'est assez, les témoignages là-dessus, alors ils sont tous différents, hein. Elle a raison Anaïs, on n'est pas égales, face à l'adversité, on réagit tous différemment. Il y en a qui vont aller se concentrer, dans le sport, il y en a, ça va être, passer plus de oui. moments avec leur famille, il y en a au contraire, ça va être s'accorder des moments pour soi, donc plus de solitude, peut-être en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que les gens faisaient pas avant, peut-être parce qu'ils s'en empêchaient, pour faire plaisir plutôt que se faire plaisir, Ah oui. ça s'est un petit peu transformé. Et ce qui converge vraiment dans ces histoires, quel que soit le moyen par lequel ces personnes ont réussi effectivement à faire naître cette combativité, c'est qu'ils sont allés chercher quelque chose dont on a l'impression que c'est un peu dormant au fond de soi, comme un puits ou une réserve de ressources inexploitées qui d'un seul coup en fait vont éclore et dans lesquelles on va puiser pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour combattre la maladie. Mais pas seulement, parce qu'en plus, ces personnes qui témoignent, non seulement elles ont eu à faire face à la maladie, mais elles ont en plus eu à faire face au regard qui changeait autour d'elles, qui soit malveillant, parce qu'il y a aussi des personnes qui se détournent, hein, c'est là qu'on s'aperçoit, comme quand on traverse toute épreuve, des personnes dont on pensait qu'elles étaient plutôt dans Mm. l'entourage proche et puis qui vont s'éloigner. Au contraire, on voit revenir des personnes dont on n'aurait jamais pensé qu'elles se seraient montrées aussi présentes pour nous accompagner dans la maladie. Mais il y a aussi le regard bienveillant, parce que le regard bienveillant, eh ben, il peut être un petit peu trop axé, justement, comme le disait Anaïs, sur la maladie. Ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que ça, tu veux que je le fasse pour toi? Et du coup, la personne, elle se sent plus, en fait, vivre parce que tout tourne tout le temps autour de la maladie. Et ces femmes, au pire moment, en fait, de leur existence, au moment où elles étaient le plus diminuées, où les cheveux étaient tombés, où les sourcils, et ben c'est là qu'elles avaient besoin de parler de tout, sauf du cancer.
faire. Elles avaient besoin des moments avec les amis, elles avaient besoin d'aller boire un verre en terrasse et puis même de boire de l'alcool aussi, pas forcément tout le temps dans le faire attention, dans le se reposer, dans le dormir et ne plus rien faire. Elles avaient besoin de laver les carreaux de leur salle à manger et elles avaient besoin de cuisiner, elles avaient besoin de faire du sport ou de faire une activité, de la photographie comme Karine qui témoigne dans le livre et qui s'est mise à photographier les arbres d'un seul coup. Et aujourd'hui, elle fait des choses extraordinaires et elle envisage l'exposition. Mais c'est comme si s'était passé quelque chose, une sorte de déclic qui avait révélé en fait ces capacités qu'on a tous à faire des choses extraordinaires de sa vie. Ouais, mais ça a l'air et enfin moi ça me fait penser vraiment à une force de vie en fait finalement et quelque chose qui était peut-être mis de côté, qui était inconnu à l'intérieur de la personne, qui d'un seul coup se révèle et prend différentes formes comme tu disais, la femme qui se met à faire de la photographie ou d'autres choses. C'est quelque chose que tu as rencontré aussi, Anaïs, toi pour ta part? Est-ce que tu en ressors plus fort ou ça a développé des facettes de toi inattendues, entre guillemets? Alors, dans mon cas, je pense que ça a développé certaines facettes, effectivement, parce que quand on passe par des étapes comme je le suis passée, par exemple, ou comme toutes les femmes le sont passées dans le recueil, on en ressort forcément plus fort. Moi, je sais que ça m'a aidé, ça m'aide encore au quotidien. Et des fois, quand j'ai des moments difficiles, j'essaie de relativiser et de me dire, bah non, en fait, je peux pas me plaindre après. Je peux pas me plaindre après ce que je suis passée, par exemple. Ou quand j'ai des compétitions qui sont difficiles, je regarde autour de moi et je me dis, bah non, c'est pareil, c'est difficile, mais j'ai connu pire. Donc on continue et on avance. Et même ça m'est déjà arrivé d'être très très touchée, par exemple, d'arriver sur des courses et de discuter avec d'autres personnes ou d'avoir juste un témoignage et que quelqu'un vienne me dire, bah en fait, ce que tu fais là, tu le fais pas que pour toi, tu le fais pour tout le monde. Parce que genre ce combat, on est beaucoup à combattre contre le cancer, on est beaucoup à combattre pour la vie en fait. Et je trouve que c'est un beau message. Et ça m'est déjà arrivé avant un départ d'une course qu'on vienne me voir et qu'on me dise ça. Et j'étais profondément touchée. Et je me suis dit, ben en fait, quand on entend un truc pareil, on peut pas se plaindre. Donc j'ai juste envie de prendre le départ et de donner tout ce que je peux. Et ça, c'est magique, hein, effectivement. Serena, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est exactement ça. Il y a ces choses dont on s'étonne soi-même en fait d'être capable de les réaliser. Et puis il y a ces choses aussi qu'on réalise déjà, mais finalement qui se retrouvent décuplées parce que on a traversé une épreuve tellement forte qu'on se sent pas invincible, mais quand même assez renforcé. Ça me fait penser à Dragon Ball Z pour ceux qui sont un peu geeks pourraient reconnaître. C'est Kamehameha, c'est d'un seul coup, on sait qu'on est capable de se transformer. Donc, quand il y a une petite épreuve, c'est presque l'épreuve qui va être le déclencheur à cette transformation qui va nous rendre encore plus forts. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose à préciser parce que un recueil de témoignages, enfin, tel que ce livre, finalement, on pourrait se dire, oh là là, mais je vais pas lire ça, ça va me plomber ou je sais pas quoi. Alors que ce qui est fort, c'est le mot qui me vient, c'est que finalement, autour de cette idée, force, vie, etc., et bien justement, c'est que c'est nourrissant, ça donne un point de vue complètement inattendu. C'est pas du Oui. tout plombant, c'est pas du tout triste en fait. Oui, puis surtout que en fait, les entretiens que j'ai opérés avec toutes ces femmes et ces 2 hommes, ils étaient quand même assez libres. Ils étaient guidés, mais ils étaient pas dirigés. Ce qui fait qu'on on n'a pas seulement des témoignages du cancer du sein, mais on a des histoires de vie. Donc c'est pas exactement la restitution de témoignages d'un parcours médical. On parle de tout, on parle des relations amoureuses, on parle de la famille, on parle des amis, on parle du sport aussi, on parle du tai chi, on parle de la méditation, on parle des voyages. Il y a des personnes qui viennent d'horizons différents et parlent de leur pays aussi. Donc, on a vraiment 22 histoires qui sont totalement différentes et qui effectivement se rejoignent dans la maladie, mais la maladie n'est presque pas au cœur en fait de ce livre. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand je travaillais à Necker, alors je sais pas, je l'ai déjà dit peut-être, mais j'avais fait à un moment donné, je travaillais au pool. Donc le pool, c'est le service de suppléance qui va dans tous les services là où il manque du monde. Et donc j'avais eu quelques nuits dans les services, ce qu'on appelait à l'époque les enfants bulles.
Donc voilà, donc les enfants qui sont malades du cancer et souvent qui sont condamnés. Alors bon, ou pas, hein, mais bon voilà. Et moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Vraiment, c'est le terme, hein. Je me suis pris une claque psychologique en tout cas. C'est qu'ils étaient vraiment lumineux. Voilà. Et ces enfants-là, ils étaient chauves, ils étaient super lumineux. Il y avait quelque chose, il y avait une force de vie dans leurs yeux. Et c'est presque eux qui te rassuraient. Ouais. Il y a un, alors je sais pas si tu peux en témoigner, Anaïs, parce que donc tu es aussi aide-soignante. Alors ça, c'est marrant d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, ouais? Bah, je suis totalement d'accord. En fait, alors bizarrement, alors ce qui est drôle, c'est que moi aussi, je suis au pool depuis 1 an. D'accord. Voilà. Et effectivement, alors je côtoie moins les enfants, en tout cas, qui ont des cancers, parce que j'ai pas ce service-là dans l'hôpital où je travaille. Mais en tout cas, des gens que j'ai pu connaître, des personnes que j'ai pu connaître, et dans mon entourage proche également, je sais que voilà, on n'est pas tous pareils face à la maladie, mais je pense qu'à 80% du temps, le plus difficile, c'était l'annonce pour les gens qui se battent contre un cancer. Le plus compliqué, c'est l'annonce. C'est le temps d'encaisser, le temps d'apprendre la nouvelle, de se dire bon, maintenant comment je vais faire. Mais une fois qu'on est au cœur des traitements ou qu'on est dans le combat, effectivement, je dirais que 80 voire 85% des gens sont solaires et ont envie de se battre et vraiment sont à rassurer les gens. Je sais que pour mon cas, c'était la même chose. À chaque fois, quand j'en parlais aux gens, je disais non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et les gens me regardaient un petit peu bizarrement en me disant mais Anaïs, c'est un cancer quand même que tu as. Je disais non, mais il n'y a pas de problème, ça va aller, tout va bien se passer. Est-ce que tu penses que ce qu'on pense justement a une influence sur le chemin, la façon de le vivre? Ah oui, complètement. Complètement. Le mental, c'est déjà 50% du travail, entre guillemets, quoi. Donc, si dans la tête, on a envie de s'en sortir et qu'on pense qu'on va s'en sortir et qu'on se donne les moyens, ça va. Après, bien sûr, c'est du cas par cas. Ça dépend des cancers. Je peux pas parler de tout le monde. Ça reste du cas par cas. Mais en tout cas, je pense que déjà, si dans la tête, on est gagnant, les choses se font plus facilement. On reconnaît le mental du sportif. Mais je partage ton point de vue. Et je pense aussi que c'est valable pour pas mal d'expériences de vie, de toute façon. C'est ça. Et tu évoquais l'annonce, la découverte de la maladie et l'annonce. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel on peut s'arrêter quelques instants. Dans le livre, vous parlez, il est abordé cette question-là, hein, puisque souvent, alors tu as raison de le préciser, c'est pas des parcours médicaux, hein, mais vraiment des tranches de vie, comme dirait l'autre. Et du coup, je tiens à signaler aussi que dans le livre, on a mis des ressources. Hein, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, on a mis à la fin du livre tout un tas de ressources. Et entre autres, on peut aussi citer évidemment l'association Jeune et Rose. Est-ce que vous pouvez, Serena, est-ce que tu peux en dire quelques mots et parler de cet aspect-là? Bien sûr, parce qu'en fait, une autre chose qui est assez frappante, c'est qu'il y a comme un espèce d'instinct d'aller chercher déjà des ressources autour de soi. Et ces personnes, quand elles ont appris... Donc, le plus difficile, je reviens juste sur ce qui a été dit par Anaïs et toi, il y a l'annonce, mais il y a aussi le temps entre l'examen et l'annonce. Et dans les témoignages que j'ai recueillis, là c'est totalement unanime, c'est-à-dire qu'à 100% des personnes qui ont vécu le cancer du sein ont, pour elles, la période d'attente était vraiment insupportable. Donc c'était l'une des épreuves les plus difficiles, parce qu'au moment où on leur annonce, en fait, ils peuvent se battre, ils savent. Donc c'est le moment déjà d'accepter et ensuite de déployer les armes. Mais tant qu'ils savent pas, ils sont dans l'incertitude, et c'est là qu'il y a les insomnies, on ressasse, on a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, comme quand on est dans une période d'incertitude, quelles que soient finalement les choses que l'on traverse. Et ça c'est vraiment redondant, en fait, récurrent dans le livre. J'en ai oublié ta question initiale, petite perte de mémoire liée au TDI. Lionel, si tu as la gentillesse de répéter. Eh bien, voilà. C'était la question des ressources alors déjà les ressources qu'on met dans le voilà,
dans le livre. Alors, Ok. l'association Jeune et Rose, et puis la capacité de rebondir une fois que l'annonce a été entendue, reçue. D'accord. Donc on en revient à Jeune et Rose. Jeune et Rose, donc ces personnes-là qui vont elles-mêmes aller chercher finalement des ressources. Alors il y a les bons réflexes, et il y a les mauvais réflexes. Les mauvais réflexes, c'est d'aller sur Internet et d'aller par des mots-clés en Voilà. général qui vont plutôt tendre justement vers le négatif, aller chercher des exemples finalement de personnes pour lesquelles ça s'est pas bien passé. Donc il faut surtout pas faire ça. Et pour autant, c'est quand même un réflexe presque humain d'aller faire ce genre de choses. Et puis, il y a les ressources qui font du bien. Et les ressources qui font du bien, celles qu'on a listées à la fin du livre, c'est celles que sont allées chercher ces personnes qui ont traversé le cancer du sein, à savoir souvent des associations qui sont là pour regrouper ces personnes qui vivent la même épreuve et les aider en fait à se battre ensemble. Alors, il y a le combat contre la maladie, donc parce qu'elles vont en parler, elles vont comparer leurs soins, elles vont aller chercher chez les autres finalement cette énergie à partager avec elles, mais elles vont aussi faire d'autres choses, encore une fois, que de parler de la maladie. Donc il y a, je pense, à l'association Skin ou Jeune et Rose, où ce sont des associations, ou même Bel et Bien, qui sont des associations qui vont faire des défilés, organiser des défilés de mode pour ces femmes, ou je pense à Chacun son Everest, leur faire grimper, leur faire escalader des montagnes, pas dans le sens figuré, mais dans le sens propre du terme. Et elles se sont tournées donc vers des associations, elles sont restées dans ces associations. Donc ces ressources à la fin du livre, elles sont finalement le condensé de tout ce vers quoi elles se sont tournées pour récupérer cette énergie dont parlait Anaïs, qui allait leur permettre d'aller de l'avant et de fortifier leur mental pour justement combattre au mieux la maladie. Jeune et Rose, c'est une des associations desquelles un des membres une des témoins faisait partie. J'ai lancé plusieurs propositions parce que l'idée c'était d'accompagner une association dans le cadre de ce livre pour lui permettre de financer des actions de manière à aider des personnes qui sont touchées par le cancer du sein. Donc l'idée c'était pas uniquement de faire un livre, mais c'était aussi de faire un livre solidaire qui allait permettre, tout en sensibilisant un certain nombre de personnes à la combativité face à l'épreuve et à l'importance de la prévention du cancer du sein, qui allait soutenir directement une association. Donc Elisa, qui fait partie de ces témoins, a suggéré Jeune et Rose. Ça a tout de suite emballé toutes les participantes et les participants, parce que c'est une association qui soutient donc les femmes plutôt jeunes qui sont concernées par la maladie et qui apprennent parfois, comme ça a été le cas d'Elisa, comme c'est le cas de nombreuses femmes, quand elles sont en train d'allaiter ou quand elles sont en études. Là, je pense à Kilina, qui est aussi un des témoins du livre. Et elles vont, cette association, elle va aller dans des écoles, donc très tôt, enseigner aux jeunes femmes justement les gestes d'autopalpation qui permettent de détecter des anomalies pour pouvoir justement prendre les choses à temps. Parce que autre chose qui revient assez communément dans le livre, c'est que la majorité des personnes qui témoignent ont eu un diagnostic un peu floué, parce qu'on leur a dit vous êtes jeune, donc c'est certainement un kyste. Revenez voir si ça a grossi. Sauf que, comme le disait Anaïs, entre le moment où on consulte la première fois et le moment où ça grossit, le cancer il se promène. Donc il a fait son chemin, et les choses elles sont encore plus graves quand elles sont prises avec 4 mois, 5 mois, 1 an de retard. C'est énorme pour le cancer. En 1 mois, il a le temps d'aller se balader dans plusieurs parties du corps. D'où l'importance, dès qu'on a un doute, d'insister peut-être auprès du personnel médical en disant j'aimerais bien quand même avoir un examen parce que je suis pas à l'aise avec le sujet. Et ça peut sauver des vies. Tu voulais réagir peut-être, Anaïs, à cette question? Non, je n'ai pas spécialement de réaction, mais en tout cas, je suis d'accord à 200% avec ce que Serena vient de dire. Mais vraiment. Parce que pour le coup, je l'ai vécu aussi, donc je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça.
Et pour Et revenir sur Jeune et Rose, oui. simplement, donc Jeune et Rose, cette association, elle intervient dans toute la France. C'est une association qui fonctionne avec des bénévoles, donc qui sont passés par le cancer du sein et qui sont donc très bien placés pour en parler. Ces bénévoles essaient d'agir dans un maximum de régions en France. Donc l'association va nommer des ambassadrices qui vont, avec un kit de sensibilisation, aller sensibiliser donc des personnes dans les écoles. Et ce kit de sensibilisation, il est composé évidemment de flyers, d'outils de communication qui leur permettent d'augmenter leur visibilité, mais aussi d'un buste en silicone très réaliste. Et ce buste en silicone, il a un certain prix. Il coûte cher, je crois que c'est autour de 2000 €. Et l'idée, en fait, c'est que les ventes de ce livre permettent d'acheter un kit ou plusieurs kits, si on en vend beaucoup, de sensibilisation pour pouvoir équiper des ambassadrices et donc développer les actions de sensibilisation dans un maximum de régions. Ce premier kit de sensibilisation pour lequel auquel la vente du livre va servir d'ici la fin de l'année, il vise à équiper l'association Auvergne Jeune et Rose Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ces associations sont dupliquées en autant d'associations régionales, pour voilà, justement leur permettre d'acquérir ce kit sans lequel elles ne peuvent pas travailler. Tout à fait. Et alors ça, je te remercie pour ces précisions-là. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que on va mettre dans le descriptif du podcast tous les liens avec tous les liens vers toutes les associations pour retrouver. Tu as parlé tout à l'heure de Skin, c'est ça? J'ai oublié Il y a l'association Skin, Voilà. comme je le disais aussi, Bel et Bien. Il y a des associations sportives telles que Diamant Rose, les Pink Ladies Nantes-Loire-Atlantique, Do Dreams, le gang des crânes rasés aussi, ça Voilà. m'avait fait sourire sur Instagram le jour d'après, etc. Alors, c'est intéressant justement, alors sans transition, l'idée du jour d'après. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché quand on a édité ce livre. C'est l'idée qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que vraiment, quand on lit le livre, on voit bien, il y a l'avant, il y a la vie, etc. Il y a l'annonce, il y a la traversée du cancer et il y a l'après. Et alors ça, je voudrais bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus parce que justement, je me dis s'il y en a qui nous écoutent et qui sont concernés, soit parce qu'ils sont, c'est leurs compagnons, leurs enfants, leurs parents qui sont touchés par le cancer, je voudrais appuyer sur cet aspect-là et je voudrais bien ton témoignage, Anaïs, si tu veux bien, sur cette question de l'après. Parce que eh bien, il y a un après. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est peut-être intéressant d'ouvrir une piste par rapport à ça, Est-ce que tu veux bien... Ouais. Alors l'après, je dirais que c'est en 2 phases. Parce que la première phase, elle est un petit peu compliquée parce qu'on a l'impression... alors l'après-cancer, on est toujours suivi par les médecins, on a toujours un suivi assez régulier. Moi, je sais que dans mon cas, je voyais mon oncologue tous les 6 mois. Donc pour faire tout ce qui était IRM, échographie, enfin tous les examens. Mais on se sent un petit peu lâché dans la nature. Donc quand on a les traitements, toutes les 3 semaines, moi je voyais mon médecin. Donc c'était hyper régulier. Après, je suis passée à tous les 6 mois, j'avais une prise de sang et je faisais des examens médicaux. Et en fait, je me rendais compte que tous les 6 mois, pendant 6 mois, je me sentais bien, mais à l'approche des examens médicaux, j'avais des petits moments presque d'angoisse où je me disais mince, est-ce qu'on va me retrouver quelque chose, est-ce que tout va bien, est-ce que y a pas une récidive. Et en fait ce moment-là est un peu flippant quand même parce que c'est un peu compliqué de vivre avec toujours cette impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête et de se dire est-ce que ça va revenir. Donc ça c'est un moment pour l'après qui est un petit peu compliqué. Et après, il y a le retour à la vie normale aussi. Donc forcément, moi, pendant mes traitements, je ne pouvais pas travailler parce que je n'avais pas de défense immunitaire et je travaillais en tant qu'aide-soignante. Oui. Donc c'était compliqué. C'était plus compliqué en tout cas. Mais le retour au travail, comme le disait Serena tout à l'heure, il y a des moments bienveillants et des moments un peu malveillants. Alors, j'ai pas connu de personnes malveillantes autour de moi, mais j'ai connu peut-être un trop plein de bienveillance et c'est ce qui m'a poussée à changer d'hôpital. J'avais besoin de recommencer à zéro, de repartir à zéro avec des gens qui ne me connaissaient pas et qui n'étaient pas peut-être trop gentils avec moi. Là où je travaillais auparavant, on me disait toujours « Mais non Anaïs, t'inquiète pas, mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je vais le faire à ta place. » Et je voulais pas de ça.
Parce que le retour à la vie quotidienne, pour moi, c'était un retour à la case zéro. Donc je voulais juste prouver que j'étais capable de faire tout comme tout le monde, que j'étais là, que j'étais en forme, que j'étais soignée, que j'étais guérie et que j'avais envie d'avancer. Donc ouais, quand j'ai changé d'hôpital, j'en ai pas parlé à mes collègues. Donc j'en ai vraiment pas du tout parlé. Après, les choses se sont sues par la force des choses parce que je me suis liée d'amitié avec des personnes, forcément. Mais c'est vrai qu'au départ, je voulais pas en parler. Je voulais pas qu'on me dise, Anaïs, elle peut peut-être un peu moins faire parce qu'elle a été malade, ou Anaïs, elle peut peut-être pas porter ci ou pas faire ça. Et moi, je voulais pas. Je pense que j'avais des choses à apporter à mon hôpital ou en tout cas à mes patients qui étaient peut-être différents justement par cette après-maladie, où j'avais une vision qui était différente et des choses à apporter supplémentaires parce que j'étais passée par le côté malade aussi. Et c'était un peu, voilà, c'était différent. Mais sinon, il y a le côté après, où comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je me suis jamais sentie aussi féminine depuis que j'ai plus de poitrine, par exemple. Parce que j'ai été malade à 24 ans, j'étais une jeune adulte, en rémission ensuite en 2019 ou 2020, donc c'est assez récent, ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, je dirais plutôt que je suis une femme à 32 ans. Donc, je suis passée par des étapes de vie et le cancer m'a aidée à grandir. Forcément, ça a été une étape compliquée, mais le cancer m'a aidée à grandir et m'a ouvert beaucoup de... Comment dire? J'ai eu beaucoup plus d'ouverture d'esprit, finalement, grâce à ce cancer, aujourd'hui, que je n'aurais pu en avoir auparavant. Et c'est vrai que je pense que une fois qu'on m'a dit que j'étais en rémission, que j'étais soignée, que tout allait bien dans ma vie, que j'avais un retour à la vie normale, j'avais juste envie de vivre peut-être ce que j'ai pas pu vivre à mes 24 ans quand j'étais malade. Et c'est-à-dire qu'à mes 30 ans, c'était la fête. Je voulais sortir avec mes copines, je voulais voir du monde, je voulais aller boire un verre, comme tu disais tout à l'heure, Serena. Je voulais vraiment profiter. Et en fait, j'ai eu cette période où j'hésitais pas à mettre des décolletés s'il fallait jusqu'au nombril, même si j'avais pas de poitrine. Mais je me disais, en fait, pourquoi je pourrais pas le faire? J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai toute ma tête, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps. On m'a enlevé ce qui n'allait pas et ce qui était malade, entre guillemets. Aujourd'hui, je me sens bien. Donc, j'ai envie de sortir et j'ai envie de faire comme tout le monde. Et quand même, il y a quelque chose que je retiens aussi, c'est cette idée, parce que comme quand on a des deuils assez importants, il y a des choses qui changent et du fait qu'on change à l'intérieur soi-même de manière assez forte et sur un certain nombre de croyances et de positionnements par rapport à l'autre et par rapport à soi-même, forcément l'entourage peut changer ou ça peut créer des frictions et parfois du coup il y a certains amis qui changent ou comme toi tu changes de travail, ça fait changer toute la tout l'univers qui tourne un peu autour de nous. Et tu confirmes ça un petit peu? Oui, je confirme, bien sûr. Et pour les proches, c'est pareil. Je pense, on s'entoure des personnes qui veulent aussi accepter ça. C'est pas que nous. Nos proches, il faut pouvoir l'accepter aussi pour eux. Ça reste une épreuve. Pour les aidants, je vois comme pour mon père, je pense que ça a été presque aussi difficile que pour moi. Peut-être même plus. Donc oui, c'est sûr que ça fait changer pas mal de visions sur beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Et donc, si toi tu changes, l'autre change aussi. Et donc, effectivement, c'est un aspect important, ça, ce que tu viens de dire. Oui, c'est sûr. Après, je pense pas que ce soit un réel changement. Je pense que c'est d'avancer ensemble. Belle phrase, merci. Serena, est-ce que tu veux... je sais pas, justement, en parlant de l'avant et de l'après, est-ce que tu veux nous parler des projets qui viennent pareil, Anaïs, on parlera de ton film. Serena, alors, qu'est-ce que... Oui, alors c'est vrai que pour ces femmes et ces hommes, en fait, cette épreuve, elle a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont bougé des lignes, ils ont cassé des murs, en fait, mais ils ont surtout fait ce qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps et ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils n'avaient pas connu cette épreuve. Mais on n'est pas obligé de connaître une telle épreuve pour changer les choses. Si on regarde le parcours d'Anaïs, on reparlera effectivement du film. Si tu en reparles, je trouve ça super après tout à l'heure. C'est des parcours qui sont inspirants. C'est-à-dire rien que le fait de prendre connaissance et prendre conscience de ces parcours, ça fait déjà des déclics. Moi, cette expérience,
sur les carnets de Rose. Quand je disais c'est la plus belle expérience, le plus beau livre que j'ai jamais écrit, c'est pas parce que j'ai une plume meilleure que sur d'autres livres. C'est simplement que ça a aussi transformé des choses chez moi. C'est-à-dire que côtoyer ces personnes, ça m'a communiqué une certaine force aussi. Au moment où j'ai conçu ce livre, où j'ai commencé à écrire, il faut savoir que je travaille à côté à 100% dans une entreprise et que ces témoignages, je les ai pas faits sous mon temps de travail. Je les ai faits souvent, Anaïs peut en témoigner, on a créé un groupe WhatsApp et je donnais des rendez-vous avec des créneaux qui commençaient parfois à 21h le soir, donc de 21h, et qui pouvaient se terminer à 23h. Et en fonction de si la femme qui témoignait était bavarde ou pas, parce qu'on a des bavardes dans le groupe, et je leur ai déjà dit, elles se reconnaîtront. Il y a des interviews qui se sont terminées à minuit, voire minuit passé, et j'avais mon conjoint qui se relevait et qui me disait « Oh là, ça suffit », il me faisait signe de couper et que c'était bon. Mais j'allais pas, on était tellement bien dans la discussion et on se sentait tellement bien. Mais ça m'a transformée aussi parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'osais pas faire. Déjà, bon, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, mais alors plus d'émotions positives finalement que d'émotions négatives. J'ai jamais ressenti une quelconque pitié en fait parce qu'elles étaient tellement rayonnantes et tellement belles que je pleurais parce que je réalisais en fait que parfois, je me plaignais pour finalement pas grand chose. Je donne un exemple, j'avais une phobie, mais c'est aussi lié à mon trouble du coiffeur parce que j'avais peur en fait de regretter ma décision d'aller chez le coiffeur. Donc je procrastinais depuis plusieurs années le retour dans un salon de coiffure et je souffrais de ne pas y aller parce que j'avais l'impression en fait de pas prendre soin de moi, de pas me faire jolie. Et à force d'avoir entendu j'ai fini par accepter finalement mes cheveux sont tombés mais ils allaient repousser, c'était pas grave, etc. Et bien un jour je suis allée chez le coiffeur pour une couleur. Et la coiffeuse est passée derrière moi et j'étais à peu près à la fin de la conception du livre et elle me dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on coupe? Et j'avais toujours dit non. Et d'un seul coup, je l'ai regardée et je lui ai dit on coupe. Et là, tu vois, tu me vois avec les cheveux courts, mais il y a quelques mois, quand on a commencé le livre, ils étaient longs. Ça paraît rien, mais maintenant, voilà, je suis vachement plus à l'aise aussi avec mon corps. J'ai aussi fait le point sur ma vie professionnelle. J'avais depuis longtemps envie de me lancer à 100% dans une carrière artistique et je suis en train, avec mon entreprise, voilà, de préparer ma sortie pour pouvoir le faire. Et je pense que je l'aurais fait quand même, mais peut-être moins vite si j'avais pas vécu finalement cette expérience avec ces femmes avec lesquelles on a créé un groupe et une réelle amitié finalement qui s'est tissée. Mais c'est-à-dire que ce livre, il a aussi une influence sur les personnes qui le lisent. Donc il y a un avant lecture et un après lecture du livre. Quand je disais c'est un livre de développement personnel, c'est vraiment ça parce qu'il a un réel un impact positif en fait sur les personnes qui vont prendre conscience que on peut en fait traverser des choses et en ressortir encore plus fort et ça donne une bonne leçon de vie finalement. Effectivement, et c'est un livre qui transforme. Et du coup, à propos de transformation, Anaïs, j'ai vu que tu avais un film qui sortait. Je suis tombé complètement par hasard hier dessus, donc je sais pas trop quoi en dire parce que voilà, est-ce que tu en parleras 10 fois mieux que moi. Oui, pour l'instant, je peux pas trop en parler encore parce que moi-même, je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc, je sais que la réalisatrice, enfin voilà, on a fait c'était un gros travail depuis début 2023 où elle m'a suivie sur beaucoup de compétitions, beaucoup de moments de vie et beaucoup de moments un peu plus intimes. Donc, on a passé du temps ensemble chez moi. Elle a rencontré ma famille, mes proches, mon club. Elle a assisté à quelques entraînements. Elle est venue à La Réunion aussi avec moi parce que j'ai ma famille sur l'île de La Réunion. Et on a filmé du coup des moments de vie, des moments avec ma famille, des moments avec mes amis, des compétitions que j'ai pu faire là-bas et des compétitions très importantes pour moi comme j'ai pu faire au Semi de Paris ou au Marathon de Paris et plusieurs championnats de France et plusieurs autres compétitions. Donc je pense que et en parallèle évidemment beaucoup de liens avec tout ce qui a été donc ma maladie, le cancer. Le thème, c'est un petit peu les racines. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle m'a suivie à La Réunion. Et ma vie, enfin, tout ce qui est autour de ma vie, c'est vraiment mes racines. C'est-à-dire que mon club, c'est familial. Elle est venue à La Réunion, donc c'était un peu sur mes terres. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment des choses qui prennent
aux tripes, quoi. Ça me prend vraiment, ça brûle en moi. Et j'ai assez hâte de voir ce film qui sortira le 3 octobre, du coup, à Bibliothèque François Mitterrand, au MK2. Mais D'accord. pour le moment, je n'ai pas encore vu le film. Je pense que je vais le voir dans les prochains jours. Parce que ça a été vu avec elle justement qu'on se retrouve et qu'on le voit ensemble, parce que je pense que ça va être un moment très fort en émotion, et avant la diffusion officielle, ce serait peut-être bien que je le voie une fois pour pouvoir en discuter et au moins avoir les émotions un petit peu plus Ouais. solides. Mais ouais, j'ai vraiment hâte, et c'est un merveilleux projet. Et à côté de ça, je suis aussi depuis peu sur l'écriture d'un livre. Ah, Un livre du coup perso, qui est fait avec Franck Berthaud, et qui sortira normalement en avril 2024. d'accord. Et Franck Berthaud, qui est? Qui est un trailer et qui est D'accord. du coup auteur et journaliste D'accord. Et ça sort chez qui? chez Flammarion. D'accord. Eh ben, on mettra, si tu as un lien, on mettra en description du podcast. Et d'ailleurs, pour le film, pareil, est-ce qu'il sera disponible sur une plateforme? Oui, bien sûr. Donc Et- ça, c'est juste l'avant-première le 3 octobre. D'accord. Et ensuite, il sera disponible sur YouTube à partir du 10 octobre. D'accord. Ok, super. Eh bien, écoutez, voilà, c'est le mot de la fin. Serena, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, simplement pour rebondir sur ce que dit Anaïs, moi je trouve son parcours vraiment formidable. Et ce genre de parcours, quand il est mis en avant, mais c'est pareil pour aussi les autres filles qui ont témoigné dans le livre et qui commencent à sortir, à faire des conférences, des expositions, etc. Il a une réelle influence positive sur les personnes qui sont concernées ou pas par la maladie. Je donne un exemple. J'étais au Salon du Livre de Nancy il y a 2 semaines. Au Salon du Livre, il y a une jeune femme qui est passée, qui a vu que la préface était celle d'Anaïs Kemener, qui a voulu faire une photo. Je lui ai dit que je l'enverrais dans le groupe WhatsApp où était Anaïs et qu'elle la verrait. Elle s'est mise à pleurer. Et cette femme avait commencé la course à pied parce qu'elle avait été inspirée par Anaïs. Le week-end dernier, j'étais à un Salon du Livre aussi à Carré-les-Tombes. Donc, je passe de Nancy dans une petite commune du Morvan, qui était tout à fait charmante, où j'ai reçu un accueil incroyable. Et là, il y a une jeune femme qui passe sur le stand et qui s'arrête aussi et qui dit: mais Anaïs Kemener, je la connais. Et je lui dis: vous faites du marathon? Parce que j'avais encore en tête cette femme qui s'était mise à courir, que j'avais vue la semaine dernière sur le salon de Nancy. Et là, pas du tout. Elle devait avoir une trentaine d'années. Elle me dit: pas du tout, j'ai un cancer. Et j'étais loin de me douter, parce qu'en fait, elle avait pas de turban, il y avait rien effectivement sur son visage qui montrait qu'elle avait un cancer. Et elle me dit: par contre, moi j'ai moins de chance, c'est-à-dire que je n'en guérirai pas. Mais elle était souriante, elle était rayonnante, et elle me dit: je vais vous prendre le livre parce qu'elle me fait beaucoup de bien, Anaïs, au quotidien. Et voilà, donc ça montre vraiment tout l'impact que tu as, Anaïs, Ouais. sur les gens qui t'entourent. Et franchement, moi je suis flattée, honorée que tu aies préfacé ce livre et que tu aies fait partie de cette aventure vraiment qui pour toutes est extrêmement importante. Merci beaucoup. Et moi aussi, je suis super fière parce que j'ai eu énormément de bons retours sur le livre. Et c'est vrai que c'est, voilà, comme tu dis, des messages comme ça, en fait, juste ça, en fait, c'est une victoire. Juste de pouvoir entendre des choses pareilles, je me dis que, ok, quoi qu'il arrive, ça peut que être inspirant, que positif, et c'est que des messages positifs à faire passer. Et j'espère qu'il sera lu par le maximum de personnes, parce que vraiment, malade ou non, hein, d'ailleurs, parce que comme tu disais, ça peut créer un déclic. Et voilà, juste parce que tu viens de dire, voilà, c'est une belle victoire. Et merci Lionel, du coup, parce que voilà, Lionel qui est le représentant des éditions L'Alchimiste, Merci. de nous avoir aussi donné cette opportunité de créer ce livre. Ah ben, merci à vous. Et écoutez, merci à vous deux pour vos messages, pour ce livre. Et puis j'espère aussi qu'il va faire son petit chemin, parler à des cœurs comme ça, à gauche, à droite. Et voilà. En tout cas, Serena, Anaïs, je vous salue. Et je vous remercie encore d'avoir participé à ce podcast. Et puis d'ailleurs, Anaïs, j'en profite pour te dire que tu peux venir de nouveau dans le podcast pour ton prochain livre. Ok. Et puis, Avec plaisir, merci.
Et ben voilà, et ben je t'en prie. Et puis donc je vous dis à tous, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Salut. Merci.